Mes chers étudiants, salam alaikum wa rahmatullah. Alors, le sixième chapitre de ce module sera consacré au deuxième groupe du bloc S, à savoir les métaux alcalino-terreux. Ce groupe de métaux est un groupe qui présente une grande ressemblance avec le groupe précédent, c'est-à-dire le groupe des alcalins, comme on va le voir dans la suite de ce cours. Alors, comme petite introduction, le nom des métaux alcalins, ou alcalino-terreux, pardon, est un nom qui est réservé aux éléments calcium, strontium et barium, car leurs oxydes, c'est-à-dire leurs terres, sont basiques, c'est-à-dire alcalines. Mais le nom a été étendu par la suite à l'ensemble du groupe. Alors maintenant, quels sont les éléments du groupe? Alors les éléments du groupe sont le beryllium, le magnésium et le calcium, donc les trois éléments connus. Ensuite, on a le radium et on insère le strontium et le baryum. C'est un peu la même démarche qu'on a adoptée pour le groupe des alcalins, dans lequel on a le lithium, le sodium, le potassium connu. Ensuite, le francium qui est l'élément le plus métallique, et on insère le rubidium et le césium. On verra par la suite que le beryllium aura un comportement qui est similaire à celui du lithium, c'est-à-dire différent du reste du groupe, et que le lithium, ce qu'on a déjà vu, présente une analogie qui est diagonale avec le magnésium, et le beryllium, il présente une analogie diagonale avec l'aluminium, puisqu'il donne tous les deux des composés qui sont covalents polymériques, comme on l'a vu pour les hydrures. Le lithium et le magnésium donnent des composés qui sont covalents, suite à leur pouvoir polarisant important. Bon, maintenant, le tableau suivant, il permet de résumer quelques propriétés physiques des alcalino-terreux. Leur configuration CnS2 et la forme naturelle à 25 degrés, une atmosphère, c'est-à-dire dans les conditions standards, ce sont des métaux mous, gris, argent, comme les alcalins. On peut constater que le point d'ébullition de fusion décroît de haut en bas, et l'élément beryllium a le point de fusion le plus élevé. C'est un peu la même constatation faite pour le lithium dans le cas des alcalins, car il a un réseau qui est plus compact, et ça c'est dû à sa petite taille. Les points d'ébullition sont élevés et les densités sont relativement supérieures à celles des alcalins, mais il reste dans le domaine des métaux légers. Bon, maintenant, pour les éléments du groupe, ce sont des éléments qui sont trop réactifs, mais moins réactifs que les alcalins. La réaction d'oxydation se fait facilement car leurs potentiels d'ionisation sont faibles, et donc dans la nature ils vont exister sous forme de M2+. C'est un peu la même chose, le même comportement que les alcalins qui existent sous la forme de M+, c'est-à-dire sous forme d'ion qui est dischargé. Et donc dans la nature, il n'existe pas sous forme d'état d'ion à l'état d'éléments à l'état libre. Pour le beryllium comme premier élément, c'est le beryllium dans la nature, il existe sous forme de béryl. Le béryl, c'est un oxyde mixte où on a l'oxyde de beryllium, l'alumine, l'oxyde d'aluminium et la silice, SiO2. L'émeraude, par exemple, hein, est une forme de béryl, et la couleur verte de l'émeraude, elle est due aux ions Ca3+, qui sont présents dans le minerai comme impureté. Le beryllium admet une densité qui est faible, donc c'est un élément métallique qui est léger, et il est utilisé dans la construction des missiles et des satellites. On peut également l'utiliser dans des alliages d'insertion,
suite à sa petite taille. Donc on peut l'insérer dans un réseau métallique tel que celui du cuivre par exemple. Et ça permet d'augmenter la rigidité du métal et il a une bonne conduction électrique et il est utilisé dans la fabrication d'objets qui ne produisent pas d'étincelles, c'est-à-dire on les utilise dans les raffineries de pétrole, les silos à grains, où il y a le risque d'incendie. Pour le magnésium c'est un métal qui est blanc argenté et cette coloration argentée disparaît suite à l'apparition d'une couche d'oxyde blanc, hein, d'où sa couleur gris mat. Donc il a une coloration qui est grise, qui est due à quoi? Cette coloration elle apparaît parce qu'il y a passivation du métal par apparition d'une couche d'oxyde de magnésium MgO. Dans la nature, on le trouve soit dans l'eau de mer ou bien dans un minéral qui est la dolomite, qui est un carbonate mixte. On a le calcium et le magnésium. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on peut préparer ces métaux? Bon, on commence par exemple, on donne comme exemple celui du magnésium. Eh bien, tout simplement par réduction, soit une réduction de l'oxyde par exemple, un alliage fer-silicium qui permet donc de réduire le magnésium, c'est-à-dire l'oxyde pour donner Mg. L'oxyde étant préparé par exemple à partir de la calcination du carbonate correspondant, ou bien, comme on va le voir, par électrolyse de MgCl2 qui est obtenue à partir de l'eau de mer, c'est-à-dire à partir de MgOH2 traité par HCl. Cette électrolyse qui permet de donner Mg solide qui sera déposé au niveau de la cathode avec un dégagement de Cl2. C'est une réaction qui est similaire à celle de NaCl déjà vue lors de la préparation de Na. Bon, la troisième méthode qu'on va évoquer par la suite, c'est tout simplement une réaction générale de réduction de l'oxyde correspondant au métal par un autre métal réducteur pour conduire à la formation du métal souhaité avec formation de l'oxyde correspondant à l'élément réducteur. Et cette réaction, c'est une réaction qu'on aura l'occasion de traiter en pyrométallurgie dans le dernier chapitre. Et cette réaction correspond au schéma général suivant qu'il faut retenir. On a OX 1 plus RED 2 pour donner RED 1 plus OX 2. Et cette réaction sera étudiée dans les deux sens et on déterminera les conditions de température dans lesquelles on aura soit extraction du métal M ou bien extraction du métal M', c'est-à-dire l'évolution dans le sens 1 direct ou bien le sens inverse. Alors pour la préparation, comme on vient de le dire, donc on a tout d'abord réduction de l'oxyde obtenu à partir de la dolomite à 1200 par un alliage de fer et de Si. La dolomite, comme on vient de le voir, c'est un carbonate de calcium et de magnésium. Donc en chauffant, on forme, donc on calcine, on réalise la réaction de calcination, on forme donc l'oxyde correspondant, hein, qui est traité par le ferrosilicium, qui va le réduire et on obtient du Mg qui est obtenu sous forme de vapeur. Et bien sûr, le fait qu'il soit facilement éliminé permet de favoriser la réaction de formation du magnésium. Bon, la deuxième méthode, c'est une méthode qui utilise l'électrolyse et le procédé est le suivant. Alors tout d'abord, on a précipitation de MgOH2 obtenu à partir de l'action de CaOH2 sur les ions Mg2+, se trouvant dans l'eau de mer. Ensuite, le MgOH2 est traité par HCl
pour déplacer donc le OH- et former le MgCl2. Donc c'est une action, une réaction acide-base tout simplement. Le MgCl2 séché est ensuite chauffé jusqu'à fusion et on a la réaction d'électrolyse qui permet de préparer le Mg avec un dégagement de Cl2, Mg qui se dépose à la cathode et le Cl2 qui est dégagé au niveau de l'anode et c'est une réaction qui ressemble, comme on vient de le dire, à celle de NaCl qui donne Na plus dégagement de Cl2. Bon, la troisième méthode qu'on vient d'évoquer, c'est une méthode qui est dans le cadre de la pyrométallurgie. Donc pour le calcium, le strontium et le barium, ce sont les vrais métaux alcalinotéreux, comme on l'a dit au départ, lorsqu'on a parlé de la définition du mot alcalinotéreux. Ils sont obtenus soit par électrolyse des chlorures, comme on vient de le voir pour MgCl2, ou bien par réduction à l'aide d'un autre métal, en considérant la réaction précédente, c'est-à-dire la réaction générale suivante. Dans le cas de l'aluminium comme réducteur, on a l'oxyde du métal alcalinotéreux qui est traité par l'aluminium pour former l'alumine et donner le métal. Donc on a une extraction du métal par réduction à l'aide de l'aluminium. Et comme j'ai dit, c'est une réaction qu'on verra au niveau du dernier chapitre lorsqu'on évoquera les méthodes d'extraction des métaux par pyrométallurgie, c'est-à-dire sous l'effet de la température.